Michael Grant s'arrêta devant la porte de sa propre maison, sa valise encore à la main. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Sa fille de 8 ans était agenouillée sur le sol de la cuisine, les mains jointes en signe de supplication, les larmes coulant sur son petit visage maigre. Emma serrait son petit frère contre sa poitrine d'un bras tandis que l'autre se tendait vers sa belle-mère, les doigts tremblant dans les airs, comme si elle implorait pour sa propre vie. « S'il te plaît, Victoria, s'il te plaît. » La voix de la fillette était entrecoupée, étouffée par le désespoir. « Juste un morceau. Il n'a rien mangé de toute la journée. Il a tellement faim. S'il te plaît, juste un morceau de pain, n'importe quoi. » Le bébé de 18 mois dans ses bras pleurnichait doucement, un son faible et brisé qui ressemblait plus à celui d'un chaton abandonné qu'à celui d'un enfant. Thomas avait les yeux enfoncés et énormes dans son petit visage creusé, les côtes saillantes sous son pyjama, qui pendait trop largement sur son corps squelettique. Ses petites mains s'agrippaient à la blouse de sa sœur avec une urgence silencieuse, et ses lèvres étaient gercées et pâles. Victoria se tenait debout près de l'évier, tenant toujours son assiette de dîner intacte. Du poulet rôti parfaitement doré, des légumes vapeur brillants de beurre, de la purée de pommes de terre encore fumante. De quoi nourrir un enfant affamé, de quoi mettre fin à la souffrance de ce bébé en quelques secondes. Elle regarda Emma avec une expression que Michael mit un moment à reconnaître. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était du mépris. Un mépris pur et glacial pour un enfant agenouillé qui suppliait pour avoir à manger. « Je vous ai déjà dit non, » répondit Victoria, la voix tranchante comme du verre brisé. « Il a refusé de manger quand je lui ai proposé. Maintenant, il en subit les conséquences. Je ne vais pas élever des enfants gâtés qui pensent qu'ils peuvent faire des caprices et obtenir ce qu'ils veulent. » « Il a 1 an et demi, » sanglota Emma, la voix montée par la panique. « Il ne sait pas faire de caprices, il a juste faim. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi, je nettoierai tout, je ne mangerai pas, mais donnez-lui à manger, s'il vous plaît. » Le broyeur à déchets rugit. Victoria se tourna vers l'évier et, avec des mouvements lents et délibérés, commença à racler la nourriture de l'assiette directement dans le siphon. Morceau par morceau, méthodiquement, calme, comme si elle nettoyait simplement la cuisine après un dîner ordinaire. Le poulet tomba en premier, puis les légumes, puis la purée glissa en blocs crémeux dans les lames rotatives qui broyèrent le tout en une pâte brune et méconnaissable. Emma poussa un cri étouffé, comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Thomas se mit à pleurer plus fort, tendant ses petites mains vers la nourriture qui disparaissait, et Emma le serra plus fort, tout son corps tremblant tandis que des larmes tombaient sur les cheveux fins de son frère. « Vous êtes tous les deux ingrats, » dit Victoria sans les regarder, l'eau coulant sur ses mains aux ongles parfaitement manucurés, tandis qu'elle rinçait l'assiette vide. « J'ai préparé un dîner correct à l'heure comme il faut. Mais ce bébé gâté décide de faire un caprice et de refuser de manger. Et toi ?» dit-elle enfin, en tournant les yeux vers Emma, et il y avait quelque chose de froid et de mort dans ce regard. « Tu te ranges de son côté comme si j'étais la méchante. Peut-être que si tu apprenais à ton frère à bien se comporter, » elle s'interrompit, car c'est à ce moment-là qu'elle vit Michael. Il se tenait dans l'embrasure de la porte d'entrée qui donnait directement sur la cuisine, sa mallette en cuir posée sur le sol en marbre à côté de ses pieds. Ses vêtements de voyage étaient froissés. Sa cravate était défaite. Ses yeux étaient écarquillés et fixés sur la scène devant lui comme s'il regardait un accident de voiture au ralenti. Le visage de Victoria changea instantanément. La froideur fondit comme de la cire sous l'effet de la chaleur, laissant place à une expression de surprise enchantée. Elle éteignit le broyeur. Elle s'essuya les mains avec le torchon. Elle sourit. « Michael, mon chéri. » Sa voix était douce et suave, complètement différente du ton sec qu'elle avait quelques secondes auparavant. « Tu es rentré tôt. Quelle merveilleuse surprise. » Mais Michael ne la regardait pas. Il regardait Emma. La façon dont sa fille s'était recroquevillée dès que Victoria s'était détournée. Le bleu foncé qui maculait le bras de la petite fille, là où la manche de son pyjama avait glissé. Thomas, squelettique et en larmes, qui semblait faire la moitié de la taille d'un enfant de 18 mois. Puis Michael regarda l'évier, le broyeur à déchets avec des restes de nourriture encore collés sur les bords, l'assiette vide dans la main de Victoria, la casserole sur la cuisinière avec des morceaux de poulet à l'intérieur. Il y avait de la nourriture, beaucoup de nourriture, et ses enfants mourèrent de faim. Michael ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit.
Quelque chose en lui se brisa à cet instant. Quelque chose dont il ne savait pas qu'il le retenait si fort se libéra soudainement, et le monde entier changea de couleur. Michael laissa tomber la valise. Le bruit résonna dans la maison silencieuse comme un coup de feu, et Emma sursauta, serrant Thomas encore plus fort contre sa poitrine. Le bébé enfouit son petit visage dans l'épaule de sa sœur, ses sanglots étouffés et tremblants. « Michael, chéri, laisse-moi t'expliquer. » commença Victoria en faisant un pas vers lui, les bras ouverts, ce sourire toujours collé sur son visage comme un masque mal ajusté. Non. Le mot sortit de la bouche de Michael si bas et si froid que Victoria s'arrêta en plein mouvement. « Ne t'approche pas. » Il marcha lentement vers Emma. Chaque pas était mesuré, délibéré, comme s'il essayait de ne pas effrayer un animal blessé. Lorsqu'il s'agenouilla devant sa fille, ses genoux claquèrent contre le marbre, mais il ne ressentit aucune douleur. Il ne voyait que les yeux d'Emma, énormes et effrayés, remplis d'un espoir si fragile qu'il semblait pouvoir se briser au moindre contact. « Emma, » dit-il doucement, tendant lentement les mains, lui laissant le temps de se décider. « Tu me laisses voir ton frère ?» La petite fille hésita. Ses bras se resserrèrent autour de Thomas pendant 1 seconde, 2, 3. Puis, très lentement, elle relâcha son étreinte et laissa Michael prendre le bébé. Le poids n'était pas normal. Complètement anormal. Michael avait porté Thomas des centaines de fois au cours des premiers mois de la vie du garçon avant la mort d'Emily, avant que tout ne s'écroule. Il savait exactement combien devait peser un bébé de 18 mois. Solide, dense, plein de cette graisse saine des petits-enfants. Thomas était trop léger, léger comme un oiseau. Michael pouvait sentir chaque os à travers son pyjama fin, sa colonne vertébrale délicate, ses côtes bougeant sous sa peau tendue à chaque respiration superficielle. Le ventre du bébé était creux et vide, s'enfonçant au lieu d'être rond. Ses petites jambes pendantes étaient fines comme des brindilles. « Mon Dieu !» murmura Michael, la voix brisée. « Mon Dieu, qu'est-ce que... Depuis combien de temps ?» Thomas leva sa petite tête de l'épaule de Michael et le regarda. Pendant un instant, il sembla que le bébé ne le reconnaissait pas. Puis ses petits yeux se remplirent de larmes et il se mit à pleurer pour la première fois. Pas ces pleurs faibles et fatigués d'avant. Des pleurs désespérés, urgents, d'un enfant qui se sentait enfin assez en sécurité pour s'effondrer. « Papa !» sanglota Thomas, ses petites mains agrippant la chemise de Michael avec une force surprenante. « Papa, papa, papa !» Michael le serra dans ses bras et sentit quelque chose se briser en 1000 morceaux dans sa poitrine. Il regarda Emma, toujours agenouillée sur le sol, et vit les marques violettes sur ses bras, maintenant que la manche avait complètement glissé. Ce n'étaient pas des bleus normaux d'un enfant qui tombe et se blesse en jouant, c'étaient des marques de doigts, d'adultes, serrant fort, très fort. « Emma, dit-il, la voix tremblante, enlève ton pyjama. »« Michael, c'est ridicule, » commença Victoria, mais il leva la main sans la regarder. « Tais-toi. » Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit reculer Victoria d'un pas. « Emma, s'il te plaît, ma fille, montre-moi. » Emma regarda Victoria. Juste un rapide coup d'œil, mais Michael vit tout dans ce regard. La peur, le calcul, la question silencieuse. Combien vais-je souffrir pour ça après? Tout va bien, dit Michael, et il fit une promesse avec ses yeux qu'il ne savait pas s'il pourrait tenir. Je suis là maintenant. Personne ne te fera de mal. Je te le promets. Lentement, tremblant de la tête aux pieds, Emma remonta ses manches. Michael retint son souffle. Les bras de sa fille étaient couverts d'échymoses. Des bleus foncés et récents mêlés à des marques plus anciennes, jaunies et verdâtres. Certaines avaient la forme de doigts, d'autres étaient rondes, comme si elles avaient été poussées contre les coins des meubles. Il y en avait une à l'arrière de l'épaule, presque cachée par le col du pyjama, qui ressemblait à une brûlure. « Elle est maladroite », dit rapidement Victoria, la voix montant d'une octave. « Elle l'a toujours été. Elle tombe de la balançoire, se cogne contre les portes, trébuche dans les escaliers. Je lui dis sans cesse de faire attention. Mais vous savez comment sont les enfants de cet âge. Arrête de parler. » Michael se leva, toujours avec Thomas dans les bras, et regarda enfin Victoria. Il la regarda vraiment. Et il vit ce qu'il aurait dû voir il y a 2 ans. La froideur derrière le sourire,
le calcul derrière l'inquiétude, le mensonge derrière chaque mot doux qu'elle avait prononcé. Comment n'avait-il pas vu? Comment avait-il pu être aussi aveugle, aussi absent, aussi absorbé par les affaires, les voyages et les réunions, au point de ne pas remarquer que ses enfants étaient en train de mourir sous son nez? « Sortez de ma maison », dit-il. Victoria cligna des yeux. « Quoi? Prends tes affaires et pars. Maintenant. Michael, tu es fatigué par le voyage, tu interprètes tout de travers. »« Emma » interrompit Michael tout en regardant Victoria. « Où t'a-t-elle fait le plus mal? Montre-moi. » Emma se recroquevilla. Ses lèvres tremblaient. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Elle nous enferme, dans nos chambres, parfois toute la journée. Et elle, quand il n'y a plus rien à manger et que j'en demande plus, elle... La voix de la fillette devint si faible que Michael dut se pencher pour l'entendre. Elle jette tout devant nous. Et elle dit que nous ne le méritons pas. Le silence qui s'abattit sur la cuisine était si dense qu'il semblait solide. Victoria recula d'un pas, puis d'un autre. Son visage avait perdu toute couleur, mais ses yeux étaient durs comme de la pierre. « Vous allez le regretter, dit-elle, et maintenant le masque était complètement tombé. Il n'y avait plus de douceur, plus de faux semblants, seulement une colère brute et froide. Tu vas tout perdre. Je vais te détruire. Essaie, dit Michael. Essaie, s'il te plaît. J'adorerais te voir expliquer tout ça devant un tribunal. » Victoria regarda Emma une dernière fois. C'était un regard qui promettait des conséquences. Puis elle se retourna et quitta la cuisine, ses talons hauts claquant fort sur le sol, et Michael entendit la porte de la chambre d'amis claquer à l'étage. Il s'effondra sur le sol, toujours avec Thomas dans les bras, et ouvrit son bras libre à Emma. Elle se jeta dans ses bras, et tous trois restèrent là, serrés les uns contre les autres au milieu de la cuisine, tandis que le monde que Michael connaissait s'écroulait complètement. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. Ce qui va suivre vous laissera sans voix. Michael n'a pas dormi cette nuit-là. Il est resté assis dans la chambre d'Emma avec les deux enfants blottis contre lui dans le petit lit, écoutant chaque respiration, chaque mouvement, chaque soupir. Thomas avait finalement cessé de pleurer après avoir bu un biberon entier de lait tiède. Le bébé avait tété avec une telle fureur, un tel désespoir, que Michael avait dû éloigner le biberon à plusieurs reprises pour qu'il ne vomisse pas. Le ventre de Thomas est devenu distendu et dur, gonflé d'une manière malsaine, et Michael a compris avec horreur que le petit corps de son fils avait oublié comment digérer de la vraie nourriture. Emma a mis des heures à s'endormir. Elle est restée allongée, raide, les yeux écarquillés dans le noir, sursautant à chaque bruit dans la maison. Lorsque Michael a enfin entendu sa respiration ralentir et devenir plus profonde, il a ressenti un tel soulagement qu'il a failli pleurer. Mais ce soulagement a été de courte durée, car maintenant, dans le silence pesant de l'aube, Michael avait trop de temps pour réfléchir, pour se souvenir, pour rassembler les pièces qu'il avait ignorées pendant si longtemps. L'appel vidéo d'il y a 3 semaines. Emma, portant un haut à manches longues malgré la chaleur estivale, il avait fait une remarque, s'en souvenait-il maintenant. « Tu n'as pas chaud, princesse ?» Et Victoria avait répondu à sa place, trop rapidement. « Elle a des piqûres de moustiques sur les bras, la pauvre. Elle est toute tachetée et elle a honte. » Emma avait simplement acquiescé, arborant ce sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Le mois dernier, lorsqu'il avait demandé pourquoi Thomas était si calme pendant l'appel, Victoria avait répondu que le bébé avait un virus, rien de grave, juste un peu fatigué. Michael l'avait cru. Il avait simplement cru et continué sa vie, s'envolant pour Francfort le lendemain pour conclure un contrat de 8 millions. Combien de fois Emma avait-elle essayé de lui dire quelque chose avec ses yeux? Combien de fois avait-elle commencé une phrase et s'était interrompue, regardant Victoria hors champ? Combien d'indices avait-il ignorés parce qu'il était plus facile de croire que tout allait bien? Michael regarda sa fille endormie. Même dans son sommeil, elle fronçait les sourcils, ses petites mains serrées en petits poings sur sa poitrine. Elle se battait même dans ses rêves. Lorsque le soleil commença à poindre à travers la fenêtre, Michael se glissa doucement hors du lit. Emma bougea, mais ne se réveilla pas, son bras s'étendant automatiquement pour toucher Thomas, vérifier s'il était toujours là. Même endormie, elle protégeait son frère. Michael descendit les escaliers avec des jambes qui semblaient faites de plomb. Il avait besoin de café. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé
sous le toit de sa propre maison, pendant qu'il était occupé à bâtir un empire. La cuisine sentait encore le dîner de la veille. Il ouvrit le réfrigérateur et s'arrêta. Il ne contenait que des produits coûteux, des fromages importés, du vin blanc, du caviar, des morceaux de viande emballés, mais pas de jus en briques, pas de yaourt pour enfants, pas de fruits coupés ou de collations faciles à manger pour les jeunes enfants. Il ouvrit le placard du garde-manger et trouva la serrure. Une grande serrure industrielle, du genre qui nécessite une clé. Les étagères visibles à travers la porte vitrée étaient remplies de biscuits, de céréales, de barres granola. Tout était hors de portée, tout était verrouillé. Michael sentit la bile lui monter à la gorge. Il tira violemment sur la porte, mais la serrure résista, solide et implacable. Victoria avait la clé. Bien sûr qu'elle l'avait. Elle contrôlait tout. « J'ai caché de la nourriture », dit une petite voix derrière lui. Michael se retourna et trouva Emma debout à l'entrée de la cuisine, pieds nus, les cheveux en bataille. Elle semblait plus petite qu'hier, plus fragile, comme si la lumière du jour révélait à quel point elle avait rapetissé au cours de ces 2 années. « Où les as-tu cachés ?» demanda-t-il gentiment en s'agenouillant pour être à sa hauteur. Emma se dirigea vers la table et se baissa. Ses petits doigts s'affairèrent sous le bois, et Michael entendit un léger clic. Elle retira une planche mal fixée dans la plinthe et en sortit un petit sac en plastique froissé. À l'intérieur se trouvaient 3 biscuits à la maïzena cassée, une barre de céréales de l'école et un morceau de fromage enveloppé dans une serviette en papier qui commençait déjà à moisir. « C'était pour les urgences », expliqua Emma d'une voix presque inaudible. Quand elle nous enfermait dans nos chambres et ne nous laissait même pas sortir pour boire de l'eau, je devais garder de la nourriture de l'école, mais elle la trouvait toujours. Elle fouillait mon sac à dos tous les jours. C'est la seule chose qu'elle n'a pas encore trouvée. Michael prit le sachet dans ses mains et regarda ces restes pathétiques comme s'il s'agissait des joyaux les plus précieux au monde. Sa fille de 8 ans avait appris à stocker de la nourriture comme un animal en captivité. Elle avait développé des techniques de survie dans sa propre maison. « Il y a autre chose », dit Emma à voix basse. « J'ai tout noté, tout ce qu'elle faisait. Maman m'a offert un journal intime avec un cadenas quand j'ai eu 7 ans. Je l'ai caché derrière la bibliothèque de ma chambre. Il y a aussi une planche détachée là-bas. » Michael sentit son cœur se serrer. Emma avait documenté sa propre souffrance. Comme si, même à 8 ans, elle savait qu'un jour elle aurait besoin de preuves. Comme si elle avait déjà perdu l'espoir que quelqu'un la croirait sans preuve. « Tu peux me montrer ?» demanda-t-il. Emma acquiesça et monta les escaliers devant lui, marchant prudemment pour ne pas faire de bruit, jetant des regards nerveux en direction de la chambre d'amis où Victoria dormait encore. Dans sa chambre, Emma se dirigea directement vers la bibliothèque et prit 3 volumes de contes de fées. Derrière eux, il y avait une planche de bois amovible. Elle la retira avec précaution et en sortit un petit carnet rose avec un petit cadenas en forme de cœur. Le genre de journal intime qu'une fillette de 7 ans recevrait pour son anniversaire, innocent et coloré. Emma l'ouvrit à l'aide d'une minuscule clé qu'elle gardait suspendue à une chaîne autour de son cou, cachée sous son chemisier. Michael ne l'avait pas remarqué auparavant. Les pages étaient remplies d'une écriture enfantine. Certaines entrées étaient accompagnées de dessins. D'autres n'étaient que du texte simple et bouleversant. 15 mars. Victoria nous a enfermés, Thomas et moi, dans ma chambre parce que j'avais demandé à manger. Elle a dit que les enfants ingrats ne méritaient pas de manger. Thomas a beaucoup pleuré. Je lui ai donné mon goûter de l'école. 28 avril. Victoria m'a poussé dans les escaliers. J'ai très mal à l'épaule, mais elle a dit que si j'en parlais à papa, elle ferait du mal à Thomas. 10 juin. Thomas est très maigre. Il pleure toutes les nuits parce qu'il a faim. J'ai essayé de prendre de la nourriture dans la cuisine pendant qu'elle prenait son bain, mais elle m'a attrapé et m'a frappé. Elle a dit que j'étais une voleuse comme ma mère décédée. Michael a lu page après page les mains tremblantes, au point de presque ne plus pouvoir tenir le cahier. Emma avait tout documenté. Les dates, les heures, des descriptions détaillées. Elle avait même dessiné les ecchymoses sur certaines pages, en entourant les endroits où ça faisait le plus mal. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il, et il détestait la façon dont cette question sonnait. Comme une accusation alors que cela aurait dû être une excuse. « J'ai essayé, » dit Emma, et il y avait quelque chose de trop vieux dans sa voix. « Mais tu étais toujours en déplacement, et quand tu appelais,
Elle restait derrière la caméra. Elle faisait comme ça. Emma leva la main dans un geste de menace silencieuse. Et je savais que si je disais quoi que ce soit, après que tu aies raccroché, ce serait pire. Bien pire. Michael serra sa fille dans ses bras et sentit son petit corps trembler contre le sien. « C'est fini », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je te le promets, c'est fini. » Mais il savait que ce n'était pas fini. En fait, cela ne faisait que commencer. Victoria n'allait pas simplement disparaître, elle allait se battre. Et Michael devait être prêt. Il prit une photo de chaque page du journal. Il photographia les ecchymoses sur les bras d'Emma. Il photographia le garde-manger fermé à clé. Il photographia le réfrigérateur vide de nourriture pour bébé. Il documenta tout. Puis il appela le pédiatre. « Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu cela? Racontez-nous dans les commentaires. Nous les lirons tous. » Le médecin confirma ce que Michael savait déjà au fond de son âme, mais l'entendre à haute voix fut comme un coup de poing dans l'estomac. « Malnutrition sévère », a déclaré le docteur Sanders, ses mains douces examinant Thomas sur la table de consultation. Le bébé pleurnichait doucement pendant que le médecin vérifiait ses réflexes, mesurait sa tête et pesait son petit corps. Il se situe dans le premier percentile de poids pour son âge. « Monsieur Grant, votre fils doit être hospitalisé immédiatement. » C'est alors que le téléphone de Michael a sonné, numéro inconnu. Il a répondu, et la voix de James, le gardien, était tendue. « Monsieur Grant, Madame Victoria vient d'arriver. Je lui ai barré l'entrée, mais elle dit qu'elle a le droit légal d'entrer dans la maison. Elle est... » Un grand bruit, du verre qui se brise, puis le silence. « James ?» Michael serra le téléphone. « James ?» Rien. Michael courait déjà vers sa voiture lorsque le deuxième téléphone sonna, le portable qu'il avait donné à Emma ce matin-là. Elle répondit, les mains tremblantes, mais ce n'était pas sa voix qui sortait de l'appareil. « Michael, Victoria, calme, froide. Je pense que tu as oublié quelque chose à la maison. » Michael sentit son sang se glacer. « Où est mon fils ?»« En sécurité, pour l'instant. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Ce n'était pas de la colère. C'était du vide. « Tu as détruit ma vie, Michael, ma réputation, mon avenir, tout. Alors maintenant, tu vas comprendre ce que c'est que de perdre quelque chose qui ne peut être racheté. Victoria, s'il te plaît. » La communication fut coupée. Michael conduisit en dépassant toutes les limites de vitesse. Emma à ses côtés, sur le siège avant, tous deux dans un silence absolu. La maison était ouverte lorsqu'ils arrivèrent. James était assis dans l'entrée, saignant de la tête, étourdi mais conscient. La police avait déjà été appelée, mais Victoria et Thomas avaient disparu. Les 6 premières heures furent les pires de la vie de Michael. La police lança une alerte Amber, des barrages routiers, des hélicoptères. Mais Victoria s'était tout simplement évaporée. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à 3 kilomètres de là. Elle avait changé de véhicule. Tout était planifié. Michael faisait les 100 pas dans le salon, téléphone à la main, attendant. Emma était assise sur le canapé, les genoux serrés contre elle, le regard perdu dans le vide. L'inspectrice Morrison coordonnait les recherches d'une voix ferme et professionnelle, mais Michael voyait l'inquiétude dans ses yeux. Chaque heure qui passe, Morrison n'a pas terminé sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Thomas avait 18 mois. Il était mal nourri. Il avait besoin de soins médicaux. Et il était entre les mains d'une femme qui l'avait systématiquement torturé pendant des mois. Le téléphone a sonné à 9 heures du soir. C'était encore Victoria. « Il vous manque, Michael? Vous vous demandez s'il a faim, s'il a froid, s'il a peur? Laissez-moi lui parler, » supplia Michael, la voix brisée. « S'il vous plaît, laissez-moi juste entendre sa voix. » Silence. Puis, faible et lointain, le pleur de Thomas. Ce pleur que Michael connaissait bien. Les pleurs qui signifiaient « Je veux mon papa ». « Papa est là, mon bébé », dit Michael à voix haute, sachant que Thomas ne pouvait pas l'entendre. « Papa va venir te chercher, je te le promets. » Des promesses, ricana Victoria, mais c'était un son brisé, sans humour. « Tu m'as promis de m'aimer. Tu m'as promis que nous formerions une famille. Que des mensonges. »« Tu as raison, » dit rapidement Michael, faisant signe à Morrison de continuer à suivre la piste. « J'ai menti, je t'ai utilisé, j'ai été lâche, mais Thomas n'y est pour rien. C'est un bébé, Victoria, il n'a rien fait. Je sais. » Sa voix était étrangement douce. « Mais tu dois apprendre. Tu dois ressentir ce que j'ai ressenti.
Alors je vais te donner le choix, Michael. Un seul choix. Michael serra le téléphone si fort que ses doigts lui firent mal. Que veux-tu? 20 millions de dollars, transférés sur un compte que je t'indiquerai, et une confession publique de ta part admettant que tu as tout inventé, que je n'ai jamais fait de mal à ces enfants, que tu m'as utilisé et que maintenant tu essaies de me détruire par vengeance. Elle fit une pause. Tu as jusqu'à minuit. Après ça, tu ne le reverras plus jamais. Je le ferai, dit Michael immédiatement. Je ferai tout. Seulement, je n'ai pas fini, l'interrompit Victoria. L'autre option est la suivante. Tu viens seul là où je suis, sans police, sans armes, sans ruse, et on échange, toi contre lui. Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Elle bluffe, murmura Morrison. Ne fais pas ça. Mais Michael regarda Emma, petite et effrayée sur le canapé, et pensa à Thomas, terrifié et seul. Il pensa à tous les mois où il n'avait pas été présent, à toutes les fois où il avait préféré les réunions à ses enfants, à tout le temps perdu qu'il ne pourrait jamais rattraper. « Où » demanda-t-il. Victoria lui donna l'adresse, l'ancienne ferme des Shaw, à 40 minutes de la ville. « Vous avez 1 heure, Michael. Et si je vois une seule voiture de police, Thomas disparaîtra à jamais. Je n'ai plus rien à perdre, vous comprenez? Plus rien. Alors ne me testez pas. » La communication fut à nouveau coupée. Morrison saisit le bras de Michael. « On ne peut pas te laisser y aller seul. Elle est instable, dangereuse. »« Elle a mon fils, » dit Michael, et sa voix était calme à présent, déterminée. « Et je l'ai déjà laissé tomber une fois. Je ne le laisserai pas tomber une deuxième fois. »« Papa, non !» s'écria Emma en se levant, les larmes coulant sur son visage. « Et si elle te fait du mal? Et si on te perdait toi aussi ?» Michael s'agenouilla devant sa fille et prit son visage entre ses mains. « Emma, écoute-moi. J'ai besoin que tu sois forte maintenant. Plus forte qu'aucun enfant ne devrait avoir à l'être. Je vais ramener ton frère. Je te le promets. Tu ne peux pas promettre ça, » sanglota Emma. « Je sais, » admit Michael, et il serra sa fille dans ses bras. « Mais je vais essayer. Avec tout ce que j'ai, je vais essayer. » Il conduisit seul. Morrison et son équipe le suivaient à distance, hors de vue, mais prêts à intervenir. Michael savait que c'était risqué. Il savait que Victoria pourrait être là pour le tuer. Mais il savait aussi que c'était la seule chance pour Thomas. La ferme était plongée dans l'obscurité lorsqu'il arriva. Seule une faible lumière brillait à la fenêtre du 2e étage. La voiture de Victoria, ou celle qu'elle avait volée, était garée de travers devant la maison. Michael sortit du véhicule et se dirigea vers la porte. Elle était entr'ouverte. « Victoria » appela-t-il en entrant lentement. « Je suis seul. »« Comme tu l'as demandé. » Pas de réponse. Seulement le bruit du vieux bois qui craquait au-dessus de lui. Michael monta les escaliers, chaque marche grinçant sous son poids. Le couloir du 2e étage sentait le moisi et l'abandon. La lumière provenait d'une chambre au bout du couloir. Victoria se tenait près d'une fenêtre cassée, tenant Thomas dans ses bras. Le bébé était calme à présent, épuisé d'avoir tant pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et il regardait dans le vide avec cette expression vide que Michael avait vue sur des photos d'enfants dans des zones de guerre. « Tu es venu » dit Victoria, et il y avait une véritable surprise dans sa voix. « Bien sûr que je suis venu » dit Michael en entrant prudemment dans la chambre. « C'est mon fils. » Victoria regarda Thomas dans ses bras, puis Michael. « Tu sais ce qui est drôle? Je pensais vraiment que tu ne viendrais pas. Je pensais que tu choisirais la sécurité, l'argent, la police, que tu me traiterais comme un problème à résoudre, pas comme un être humain. Victoria, s'il te plaît, » dit Michael d'une voix calme et douce. « Donne-moi mon fils. On peut régler le reste, mais s'il te plaît, donne-le-moi. »« Régler » dit-elle en riant, mais ses yeux étaient maintenant humides. « Il n'y a rien à régler, Michael. Tu as tout gâché. Mon nom est dans tous les journaux. La méchante belle-mère. La femme qui a torturé des enfants. Je n'aurai plus jamais une vie normale. »« Tu as raison, » dit Michael, et chaque mot était vrai. Il n'y a pas de retour en arrière possible, et je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment avant de t'épouser. Je suis désolé d'avoir mis mes enfants dans cette situation, mais Victoria... » Il fit un pas de plus. « Si tu fais du mal à Thomas maintenant, il ne restera plus rien. Aucune chance que quelque chose de bien t'arrive à l'avenir. »« Il ne reste déjà plus rien, » murmura Victoria, puis elle regarda la fenêtre brisée. Elle regarda les 2 étages qu'il fallait descendre pour atteindre le sol. Le cœur de Michael s'arrêta.
Non, pourquoi pas, demanda Victoria, et il y avait quelque chose de presque curieux dans sa voix maintenant. Déconnecté. Que me reste-t-il d'autre? La prison, l'humiliation, la haine de tout le monde? Au moins comme ça, au moins de cette façon, tu te souviendras de moi pour toujours. Et c'est là qu'Emma apparut à la porte. Personne ne l'avait vue arriver. Personne n'avait entendu ses pas nus dans les escaliers, mais elle était là, petite et tremblante, regardant Victoria avec des yeux qui avaient vu trop d'horreur. « Tu ne feras pas ça », dit Emma, et sa voix était ferme. Plus ferme que celle d'une enfant de 8 ans ne devrait l'être. Victoria se retourna, surprise. « Emma, tu ne lui feras pas de mal », répéta Emma en entrant dans la chambre. « Parce que si tu fais ça, tu prouveras que tout le monde avait raison à ton sujet. Tu prouveras que tu es exactement le monstre qu'on dit que tu es. » Victoria cligna des yeux et une larme coula sur son visage. « Je ne suis pas un monstre. Je voulais juste être aimée. Je voulais juste compter pour quelqu'un. Alors tu comptes maintenant, » dit Emma en tendant les mains. « Rends-moi mon frère. Et pars. Mais ne fais pas ça. Ne lui fais pas de mal. Il ne t'a jamais rien fait. » Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne ne respira. Victoria regardait Emma avec une expression que Michael ne parvenait pas à déchiffrer. Douleur, regret, colère, tout cela mélangé. Puis, lentement, Victoria tendit Thomas vers l'avant. Michael se précipita et attrapa le bébé, le serrant contre sa poitrine si fort que Thomas se remit enfin à pleurer. Un pleur fort, sain, vivant. C'est alors que la porte s'ouvrit et que la police entra. Victoria n'a pas résisté. Elle est restée là, immobile, à regarder Emma et à murmurer « J'aurais pu vous aimer, si vous m'aviez laissé faire. »« Non, » a répondu Emma à voix basse, « tu ne sais pas aimer, tu sais seulement contrôler. » Et tandis qu'ils emmenaient Victoria menottée, Michael a serré ses 2 enfants dans ses bras et s'est enfin laissé aller à s'effondrer. Si ce rebondissement vous a donné des frissons, laissez un like maintenant. Montrez que vous vivez cette histoire avec nous. La ferme se trouvait à 40 minutes de la ville, au milieu de champs de maïs morts et de clôtures cassées que personne n'avait réparées depuis des années. Michael conduisait en silence, les mains serrées sur le volant avec tant de force que ses jointures étaient blanches. Emma était assise à l'arrière, enroulée dans sa ceinture de sécurité, regardant par la fenêtre sans vraiment rien voir. La police lui avait dit d'attendre, de ne pas y aller seule, de laisser les unités tactiques faire leur travail. Michael avait acquiescé et menti droit dans les yeux de l'inspectrice Morrison, parce qu'il connaissait Victoria. Il connaissait sa façon de déformer les situations, de manipuler, de faire les choses à sa manière ou de tout détruire au passage. Et il ne pouvait pas prendre ce risque. Pas avec Thomas. Pas encore. Lorsque la vieille maison apparut au bout du chemin de terre, Michael sentit son cœur ralentir et s'accélérer en même temps. Une lumière brillait à l'une des fenêtres à l'étage. La voiture de Victoria était garée de travers dans l'allée, comme si elle était arrivée en vitesse. « Reste ici », dit Michael à Emma en déverrouillant les portes. « Verrouille tout. Si quelque chose ne va pas, appelle la police. Compris ?»« Non », dit Emma, et sa voix était ferme d'une manière que Michael n'attendait pas. « Je viens avec toi, Emma. »« C'est mon frère », l'interrompit-elle, les yeux rouges mais secs à présent. Plus de larmes. Seulement une détermination brute et féroce. « Je me suis occupé de lui quand tu n'étais pas là. Je l'ai maintenu en vie. Je viens avec toi. » Michael regarda sa fille et vit en elle quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ou peut-être que cela avait toujours été là, mais qu'il avait été trop aveugle pour le remarquer. Du courage, de la force, la même force qu'Émilie avait, celle qui lui permettait d'affronter n'importe quoi. « Alors reste derrière moi, dit-il finalement. Tout le temps. Ne t'éloigne pas. » Emma acquiesça. Ils sortirent de la voiture et marchèrent jusqu'à la maison. La porte d'entrée était entr'ouverte, grinçant dans le vent froid de la nuit. Michael la poussa doucement, et l'odeur qui les frappa était celle de la moisissure, du bois pourri et de quelque chose d'autre. Quelque chose de vieux et d'oublié. « Victoria » appela-t-il, sa voix résonnant dans la maison vide. Silence. Puis, venant d'en haut, les pleurs de Thomas. Faible, effrayé, mais vivant. Michael monta les escaliers 2 marches à la fois, Emma courant derrière lui. Les pleurs venèrent d'une chambre au bout du couloir. La porte était ouverte. Victoria se tenait près d'une fenêtre cassée, tenant Thomas dans ses bras,
Le bébé pleurait, se débattait, essayant de se libérer de son étreinte. Mais elle le tenait fermement, ses doigts enfoncés dans ses petits bras, comme elle l'avait fait avec Emma des centaines de fois. « Tu es venue » dit Victoria, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix à présent. Ce n'était plus cette froide assurance, quelque chose de plus frénétique, de désespéré. « Tu es venu seul ?»« Je suis venu » mentit Michael. La police était à 10 minutes de là. Il avait juste besoin de gagner du temps. « Je suis venu faire ce que tu m'as demandé. Maintenant, donne-moi mon fils. » Victoria rit, mais c'était un son brisé. « Ton fils. Toujours ton fils. Tes enfants. Ta famille parfaite. Et moi? Que me reste-t-il, Michael? 2 ans de ma vie gâchés à m'occuper de 2 enfants qui me détestaient depuis le premier jour. Alors pourquoi es-tu resté? Demanda Michael en entrant prudemment dans la chambre. Si tu détestais autant ça, pourquoi n'es-tu pas parti? Parce que je méritais cette vie, cracha Victoria. Je méritais la maison, l'argent, le statut. J'ai travaillé pour toi pendant 5 ans avant la mort d'Émilie. 5 ans à te préparer ton café, à organiser ton agenda, à te tenir la main à chaque crise. Et elle avait tout sans rien faire. Juste parce qu'elle était née belle et qu'elle t'avait donné des enfants. Michael sentit Emma se recroqueviller derrière lui en entendant le nom de sa mère être prononcé de cette manière. Il tendit le bras vers l'arrière, touchant l'épaule de sa fille. Un petit geste. « Je suis là. Tu es en sécurité. »« Victoria, tu as raison, » dit Michael, chaque mot brûlant sa gorge comme du poison. « Je t'ai utilisé. J'ai été égoïste. J'aurais dû mieux te récompenser. Alors, réglons ça maintenant. Dis-moi ce que tu veux. Combien tu veux. Et on en finira avec ça. » Victoria le regarda et pendant un instant, Michael vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait presque à de l'humanité. Cela ressemblait presque à de la vraie douleur. « Je voulais que tu m'aimes, » dit-elle doucement. « Je voulais que tu me regardes comme tu la regardais. Mais tu ne l'as jamais fait. Pas une seule fois en 2 ans, tu ne m'as vraiment vu. »« Je sais, » dit Michael, et c'était vrai. « Je ne t'aimais pas. Je ne t'ai jamais aimé. Et je n'aurais pas dû t'épouser. C'était injuste. Pour toi et pour mes enfants. » Thomas pleurnicha plus fort, tendant ses petits bras vers Michael. « Papa, papa, s'il te plaît. » Victoria regarda le bébé dans ses bras comme si elle avait oublié qu'il était là. Puis, lentement, elle se tourna vers la fenêtre brisée. Le verre était en 1000 morceaux, et à travers lui, Michael pouvait voir le sol en contrebas. 2 étages de chute, du béton fissuré. « Victoria, non !» dit Michael, le cœur battant si fort qu'il avait du mal à entendre sa propre voix. « S'il te plaît, il n'y est pour rien. C'est un bébé. S'il te plaît. »« Je sais, » dit Victoria, d'une voix étrangement calme, vide. « Mais tu dois comprendre ce que c'est que de perdre quelque chose que tu ne peux pas racheter. Tu dois comprendre ce que j'ai ressenti. » C'est Emma qui bougea. La petite fille sortit de derrière Michael et courut. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le parquet, et Victoria ne la vit que lorsqu'il était trop tard. Emma se jeta contre les jambes de Victoria de toutes ses forces, et Victoria trébucha, surprise, ses bras s'ouvrant instinctivement. Thomas tomba. Michael se précipita en avant et attrapa le bébé dans les airs, si près de la fenêtre qu'il sentit le vent froid de l'extérieur lui caresser le visage. Il serra Thomas contre sa poitrine et roula sur le côté, protégeant son fils de son propre corps. Quand il releva la tête, Victoria était par terre, Emma toujours accrochée à elle, et 3 policiers armés entraient par la porte. « Ne bougez pas !» a crié l'un d'eux, les mains en l'air. Victoria n'a pas résisté. Elle est restée allongée là, à regarder le plafond fissuré, et s'est mise à rire. Un son creux et effrayant qui a résonné dans la vieille maison comme dans un cauchemar. Michael a pris Thomas et Emma, un enfant dans chaque bras, et a senti tout son corps trembler. Ils étaient vivants. Ses enfants étaient vivants. Et enfin, Victoria était emmenée, menottée, riant toujours de ce rire sans âme. Dans l'ambulance, plus tard pendant qu'un ambulancier examinait Thomas, Emma s'est blottie contre Michael. « On a gagné ?» a-t-elle demandé à voix basse. Michael embrassa le sommet de sa tête. « Nous avons survécu », corrigea-t-il. « Et parfois, c'est la même chose que gagner. Si cette histoire vous a vraiment touché, vous pouvez soutenir notre chaîne avec un super thanks. Cela fait toute la différence pour que nous puissions continuer à raconter des histoires réelles comme celle-ci. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit à la ferme.
Michael se réveillait encore parfois au milieu de la nuit, le cœur battant à tout rompre, des sueurs froides coulant dans son dos. Dans ses cauchemars, il arrivait trop tard. Dans ses cauchemars, ses doigts n'atteignaient pas Thomas à temps. Mais alors il se levait, marchait dans le couloir de la nouvelle maison, plus petite, plus confortable, sans autant de pièces vides, et poussait doucement les portes des chambres des enfants. Juste pour voir, juste pour être sûr. Emma dormait, la couverture remontée jusqu'au menton, les cheveux éparpillés sur l'oreiller, son ancien journal intime désormais rangé dans un tiroir qu'elle pouvait ouvrir quand elle le voulait. Elle n'avait plus besoin de le cacher. Thomas, qui avait maintenant presque 4 ans, dormait blotti contre un lapin en peluche, les joues enfin rondes et roses, le petit corps sain et fort. Il respirait facilement, en sécurité. Michael retournait se coucher et parvenait à se rendormir. Pendant la journée, il travaillait à domicile. Il avait vendu une partie des actions de l'entreprise, passé le relais à quelqu'un en qui il avait confiance et était devenu consultant. 2 réunions par semaine. Pas de déplacement. Pas d'absence qui durait plusieurs jours. Il était présent quand Emma rentrait de l'école. Il était là quand Thomas se réveillait le matin en réclamant des crêpes. Il était là dans les petits moments qui construisent une vraie vie. Emma avait maintenant 11 ans. Elle portait encore des cicatrices, celles visibles sur ses bras qui s'estompaient avec le temps et celles invisibles qui ne disparaîtraient probablement jamais. Elle vérifiait encore chaque matin s'il y avait de la nourriture dans le réfrigérateur, même après 2 ans à le voir toujours plein. Elle verrouillait encore la porte de sa chambre la nuit, même si elle savait qu'elle était en sécurité. Mais elle riait aussi davantage. Elle avait des amis. Elle racontait de mauvaises blagues au dîner qui faisaient rire Thomas. Leur thérapeute, le docteur Torres, disait que la guérison n'était pas linéaire. Certains jours, Emma allait bien. D'autres jours, elle se réveillait en proie à des crises de panique, pensant que Victoria allait apparaître à la porte. Mais les bons jours devenaient plus fréquents que les mauvais, et c'était déjà une victoire. Thomas ne se souvenait pas de Victoria, du moins pas consciemment. Parfois, il était mal à l'aise en présence de femmes aux cheveux foncés et à la voix aiguë. Parfois, il refusait de manger certains aliments sans pouvoir expliquer pourquoi. Mais la plupart du temps, c'était un enfant normal. Il jouait, il courait, il demandait de la glace. Il se disputait avec sa sœur pour des jouets. Il vivait. Victoria purgeait une peine de 17 ans dans une prison située à 8 heures de route. Michael ne pensait pas souvent à elle. Quand il y pensait, il ne ressentait plus de colère, juste un étrange vide. Comme quand on regarde un accident de voiture sur la route et qu'on sait qu'on est passé juste à côté, mais qu'on aurait pu ne pas passer. Un samedi matin, 2 ans et 3 mois après tout cela, Emma entra dans la cuisine et trouva Michael en train de préparer le café. Elle s'assit sur le comptoir, balançant ses jambes, et resta silencieuse pendant un moment. « Papa ?» dit-elle finalement. « Tu penses qu'on va s'en sortir? Vraiment s'en sortir ?» Michael s'est interrompu, la tasse de café à la main, et s'est tourné vers sa fille. Elle avait grandi. Elle était plus grande, plus forte. Mais elle avait toujours ces mêmes yeux qui avaient vu trop de choses, trop tôt. « Je pense, » a-t-il dit lentement, en choisissant ses mots avec soin, que nous allons traverser des jours difficiles. Des jours où il semblera que rien ne s'est amélioré. Mais je pense aussi que nous aurons de plus en plus de bons jours. Et finalement, les bons jours seront plus nombreux que les mauvais. Et ça, c'est aller bien. Ce n'est pas oublier. C'est apprendre à vivre avec ce qui s'est passé, mais ne pas laisser cela définir qui tu es. Emma réfléchit à cela. Puis elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle. J'accepte cela. » Et Michael comprit qu'elle avait raison. Parfois, accepter était la première étape vers la guérison. Vous savez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette histoire, c'est parce que quelque chose vous a touché. Peut-être y avez-vous vu un morceau de votre propre vie. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. Ou peut-être aviez-vous simplement besoin de vous rappeler que même dans les histoires les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. La vérité, c'est que la vie n'offre pas de fin parfaite, emballée dans un joli paquet cadeau. Michael et ses enfants ne se sont pas réveillés un jour complètement guéris. Ils se sont réveillés, puis se sont réveillés à nouveau, et ont continué à se réveiller. Et ils ont choisi, chaque jour, d'aller de l'avant. Ensemble. Il y a des jours où vous vous sentirez comme Emma dans cette cuisine, petite, effrayée, implorant pour quelques miettes.
Et il y a des jours où vous vous sentirez comme Michaël, arrivant trop tard, réalisant tout ce que vous avez perdu. Mais il y a aussi des jours où vous vous sentirez comme eux 2 ans plus tard, encore marqué mais respirant, encore effrayé mais plein d'espoir, encore en cours mais vivant. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà tout. Si cette histoire vous a touché là où vous en étiez, si elle vous a fait ressentir quelque chose de réel, alors elle a rempli son objectif. Parce qu'au final, c'est de cela qu'il s'agit. De nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nos souffrances comptent, que nos victoires, même les plus petites, méritent d'être célébrées. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir donné de votre temps et de votre cœur à cette famille. Les histoires comme celle-ci ne sont pas faciles à raconter, mais elles sont nécessaires. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre qu'il est possible de survivre, il est possible de reconstruire, il est possible, même lentement, même avec des cicatrices, de recommencer à vivre. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec nous, une autre histoire vous attend, une autre vie, un autre nouveau départ, une autre preuve que même lorsque tout s'écroule, il existe encore un sol solide quelque part. Nous vous attendons là-bas.